Bonjour. Donc en quelques minutes, je vais tenter de vous présenter ce qu'est le coaching à partir de mon expérience donc de plus de 30-40 ans de pratique et de vous le définir dans ses grands ingrédients, dans ses grandes composantes. Alors d'abord, pourquoi le coaching? Eh bien, je crois que ça correspond à mutation de notre société, aux mutations des organisations et aux mutations des personnes. Notre société qui a évolué de façon considérable déjà depuis 30 ans, mais tout particulièrement depuis, disons, la fin des années 90, etc. Une société où l'accélération du changement, Internet, tout ce qui représente aussi le passage de la deuxième à la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire la combinaison de la communication, du rapport à l'énergie, du rapport à la logistique qui intègre ces deux éléments-là. Ça affecte toute la société, c'est évident. On est passé à ce que Michel Serres appelle l'homo numericus, ce que notre cher Jeremy Rifkin appelle l'homo empathicus, c'est-à-dire que la conscience de tout être actuellement avec les milliards de personnes qui ont des smartphones, etc., ne sont plus le même rapport à la société, à eux-mêmes, à l'information, etc. Et donc ça va affecter les organisations, évidemment, qui sont de plus en plus aplaties, qui sont de plus en plus organisées dans un système de management de projet qui devient nécessaire, de plus en plus transverse. Et du coup, évidemment, les personnes elles-mêmes sont modifiées, le besoin de la qualité de vie, le besoin d'un nouveau type de relation, d'une nouvelle façon de vivre les institutions, que ce soit la famille, l'enseignement, la santé, etc. Tout ça fait qu'on est amené à être obligé de créer les conditions où les personnes individuellement soient accompagnées en fonction de leur spécificité. Ce qui fait que ce qui jusqu'à présent, parce que je vais plutôt parler de l'entreprise, mais dans l'entreprise en tout cas ça devient une nécessité de plus en plus perçue comme un besoin et du coup qui se transforme en demande. Alors ce qui caractérise le coaching, c'est que c'est à la fois un champ d'intervention et en même temps une approche. C'est-à-dire un champ d'intervention, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur des objets, on ne travaille pas sur l'organisation en tant qu'entité mécanique, on travaille sur des personnes. Et donc ce travail, ce champ, c'est un champ qui est souvent identifié comme la personne individuelle, mais de plus en plus, il s'agit du coaching d'équipe. On sait qu'une équipe a besoin d'être accompagnée, etc. Et puis, souvent derrière la personne et l'équipe, c'est souvent tout ou partie de l'organisation quand il s'agit d'un grand projet transverse, ou bien quand il s'agit de l'équipe dirigeante, ou quand il s'agit d'un dirigeant lui-même. Il y a un peu des poupées gigognes, c'est-à-dire il n'est pas simplement une personne seule, une personne qui a une équipe, qui a un COMEX, un comité de direction, et puis derrière, toute l'organisation en dépend. Donc, c'est un champ d'intervention qui passe par les personnes. Et donc, il y a une dimension particulière, puisqu'il s'agit de personnes, c'est-à-dire ce n'est pas simplement du rationnel, c'est aussi des personnes vivantes, donc avec leur complexité, leurs émotions, leur inconscient, etc. etc. Et puis, c'est une approche, et c'est une approche qui va s'inscrire avec des niveaux logiques différents, c'est-à-dire que ça suppose une certaine philosophie, une certaine anthropologie, un certain regard sur les personnes, puisqu'il s'agit de personnes, un certain regard sur les personnes, où on va nécessairement être dans la prise en compte de la complexité, parce que les personnes, c'est pas des objets, c'est un mystère. Souvent, je dis ça maintenant depuis quelque temps, un coach, c'est un mystagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être prêt à entrer dans le mystère de la personne et qui doit gérer son propre mystère, son inconscient, ses émotions, sa dimension psychosomatique, etc. Donc c'est une certaine philosophie. Mais cette philosophie repose sur une représentation de l'être humain comme un être humain déjà compétent, qui a quelque chose entre les oreilles, qui est responsable, qui est capable de trouver ses solutions, etc. Donc ça, c'est cette philosophie est fondamentale. On s'adresse à des personnes vivantes et qui sont, étant vivantes, une intelligence rationnelle, mais une intelligence émotionnelle, etc. Et donc, c'est ce qu'on va, pour
moi, ma stratégie numéro un, je reprends Rogers, cette idée que la personne elle-même a une compétence. Et donc, tout mon travail, c'est, même si j'ai une expertise, si j'ai des connaissances, etc., c'est d'activer la compétence de la personne elle-même. Premier point. Ça va supposer donc une attitude, au-delà de la philosophie, une certaine attitude qui va être faite plus d'écoute que de paroles et d'intervention. Ça ne veut pas dire qu'on va être neutre et qu'on ne va pas intervenir éventuellement, soit en donnant des informations, soit en confrontant, soit en stimulant la personne, mais c'est surtout une attitude où je suis plus dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'empathie, pour comprendre et que la personne se sente comprise. Mais ça part de cette croyance fondamentale, cette attitude fondamentale que je considère que c'est la personne qui sait, et pas moi. Même si je sais, il ne faut pas que je me substitue à elle. Oui. Donc une attitude intérieure est faite beaucoup d'écoute et de silence. La troisième, c'est les comportements, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne à gérer la relation, à créer par mon attitude, par mes interventions, par mon silence, par l'espace que je protège, par ce que le grand psychanalyste Cohut appelle la matrice d'empathie, c'est-à-dire créer un espace où la personne se sent accueillie, écoutée, comprise, regardée avec bienveillance et confiance. Comment gérer cette relation-là? Donc il y a des comportements qu'il faut apprendre. Et puis au-delà de ça, c'est en fait à organiser d'une façon logistique, comment on fait, on sort de la logique one-to-one, one-shot, c'est-à-dire pas simplement comment ça se vit dans la durée, et surtout comment ça s'organise en termes de procédure dans l'organisation. Puisque dans l'organisation, il y a un payeur, il y a des dirigeants, il y a un contexte, il y a de l'opérationnel, et comment ce travail one-to-one, ou ce travail avec l'équipe, va se mettre en cohérence avec le tiers que représente l'organisation. Donc, une philosophie, un champ d'intervention qui passe avec les personnes, et ce type d'intervention suppose une approche particulière. Alors, avec tout ça, je pense que je peux tenter une définition, il y en a de nombreuses, mais très simplement, c'est l'aide, c'est celle que je préfère peut-être, c'est ça, le coaching est une aide apportée par un accompagnement qui vise à créer les conditions où la personne accompagnée va pouvoir trouver en elle-même ses ressources, va pouvoir aborder ce qui la préoccupe, ça peut être des problèmes, mais ça peut être aussi des enjeux, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des problèmes en soi, mais des choses qu'elle veut développer concernant son action, concernant sa propre vie, concernant son environnement, et de créer par cet accompagnement les conditions où la personne va construire ou co-construire les solutions de ce qui la préoccupe. Et ceci, pas simplement dans la résolution de symptômes, pas simplement dans la mise en place d'un comportement, mais en veillant à ce que les solutions ou ce qu'elle veut développer soient cohérents d'une façon durable, sustainable, c'est-à-dire dans la durée, c'est pas simplement résoudre un symptôme, c'est de veiller à ce que ce qui a été décidé, ce qui a été mis en place, soit valide dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire en cohérence avec le système dont elle fait partie. Donc, il faut un travail qui vise non seulement à aider la personne à trouver ses solutions ou sa mise en œuvre, mais que ceci soit cohérent pour elle, et que ce ne soit pas simplement là, comme par exemple en hypnose, on va supprimer un symptôme, il va se déplacer. Donc faire en sorte que ce soit cohérent avec la personne et que ce soit cohérent avec son environnement et sa situation. Alors, comme il s'agit de personnes, eh bien, il s'agit de champs épistémologiques qui sont complexes. La personne en situation professionnelle ne travaille pas simplement sur son expertise ou son métier, mais elle doit tenir compte du niveau managérial, c'est-à-dire du poste dont elle a la responsabilité. Ce n'est pas simplement exercer son métier, c'est faire que ce métier soit exercé avec le bon niveau logique que son poste indique. Si elle n'est pas la même chose, si elle est exécutante, ou si elle est responsable d'un projet, ou si elle a une responsabilité hiérarchique sur plusieurs personnes, ou sur des milliers de personnes, ou si elle a le rôle suprême, je dirais, d'un président. Donc voilà, il faudra travailler sur
l'aspect managérial. Il faudra travailler aussi sur l'aspect organisationnel, hein, c'est-à-dire en fonction de la culture de l'organisation, de son contexte, de ses enjeux, de sa situation de compétition ou de crise, etc. Et puis, plus en profondeur que tous ces éléments, évidemment, c'est la personne, avec le mystère de sa personne, sa spécificité, son histoire, sa résilience, ses blessures, ses points faibles et ses points forts, etc. Donc, il y a tous ces niveaux-là qu'il va falloir intégrer, toutes ces dimensions. Une autre façon de voir aussi ce travail, c'est de considérer la personne comme vivant une ambiguïté managériale irréductible. Par ça, je veux parler de ce qui est la personne est objet de production, dans une polarité, en termes de polarité, elle est objet de production, elle doit fournir un certain service, elle doit fournir, elle contribue à la création de valeur, hein, elle doit produire quelque chose, ça peut être de l'immatériel, ça peut être du matériel, mais surtout, elle est sujet en croissance, c'est-à-dire c'est une personne unique, et ça fait partie de son mystère, ça fait partie de sa valeur, de sa dignité d'être humain, c'est d'être unique, en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de son expérience, en fonction de sa personnalité, en fonction de son histoire, etc. Et donc, comment concilier ces polarités? Parce que la personne, si on ne s'occupe que de l'objet de production et d'instrumentaliser la personne pour en faire un meilleur objet de production, elle va perdre son âme. Si on ne s'occupe que de son âme, si on ne s'occupe que de ses émotions, si on ne s'occupe que de son bien-être et de son développement personnel sans se préoccuper du contexte, ça n'ira pas. Donc il va falloir constamment intégrer les deux. Et évidemment, la déontologie suppose de respecter ces deux dimensions. La déontologie, c'est pas simplement de respecter la personne, c'est aussi de respecter l'organisation. Et inversement, il ne s'agit pas simplement de s'occuper de l'organisation. Donc c'est une très grande complexité et ça comprend une dimension ambiguë toujours. Parce qu'on peut toujours considérer que développer la personne, ouais, on développe la personne, mais ce qui compte, c'est que de gagner de l'argent, c'est que le patron en profite, mais on peut toujours critiquer ça. Et donc, il va falloir constamment manier le curseur pour ménager ces deux polarités et les respecter en tant que telles. Alors, le coaching prend des formes très différentes. Elles sont très nombreuses, mais je n'indiquerai que 4. Il y a ce qu'on appelle le coaching externe, qui est souvent la façon dont le coaching est le plus perçu, c'est-à-dire quelqu'un dans l'entreprise, ou quelqu'un hors de l'entreprise, ça peut être un chômeur, ça peut être quelqu'un qui est en recherche de poste, etc. Ou la personne est en train de créer sa boîte, enfin bref, que ce soit dedans ou externe. On va faire appel à un coach externe, externe à l'écosystème dont la personne fait partie. Ça a des avantages, c'est des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas pris par les enjeux de l'entreprise, par les problèmes hiérarchiques, politiques, qui n'est pas dans une carrière dans l'entreprise, etc. Oui. Et puis qui apporte de l'air frais, qui apporte l'expérience d'autres situations. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est aussi la pratique du coach interne, c'est-à-dire la personne qui fait partie du même écosystème, et qui peut avoir un rôle extrêmement utile de proximité, de compréhension de la culture, etc., que parfois le coach externe n'a pas. Hein. Il est moins proche, il est moins en intelligence interne de ce qui se passe, etc. Le fait qu'il soit à distance, justement, va être une richesse, parce qu'il a du recul. Mais le coach interne a ses points forts de compréhension de la culture de proximité, mais en même temps, il risque d'être plus ou moins otage des enjeux hiérarchiques, politiques, de pouvoir qui peuvent se jouer dans l'entreprise. Et le grand danger, c'est qu'il soit instrumentalisé, hein, et qu'il ne joue pas un rôle de coach, qu'il a un rôle de formateur, ou un rôle de relais, de bras armé de la hiérarchie, par exemple, très souvent. Hein, et le coach externe, parfois aussi. Moi, combien de fois ça m'est arrivé en tant que coach externe, on me dit « Ah, M. Lénart, vous connaissez un tel, vous connaissez la stratégie, vous comprenez, voilà, il faut que vous mettez telle personne, il faut la mettre dans la ligne du parti. Il faut, oui. Alors, comment? Ça, c'est plus du coaching, ça devient un travail d'ersatz hiérarchique, si vous voulez. Bon. Non, le coaching, la base même du coaching, c'est de créer un espace où il y a la rencontre de liberté. C'est la condition pour que la personne retrouve ses ressources, retrouve sa créativité, retrouve sa responsabilité. Vous voyez, sans ça, c'est un exécutant, c'est un yes man, on fabrique des yes men. Donc, il s'agit là, justement, d'un travail complexe que le coach externe gère à sa façon, que le coach interne gère de façon souvent plus difficile,
parce qu'il a besoin de créer un espace d'autonomie à l'intérieur du système. Je ne développe pas, mais c'est un sujet très vaste et très complexe. Et puis, il y a le rôle du manager qui peut, sans être un coach, parce qu'il est manager, donc il a un souci de résultat, il a une obligation de résultat, donc il n'a pas la liberté qu'a l'élément externe, hein, mais il peut bénéficier, par une formation coaching ou pour le fait d'avoir été coaché lui-même, d'intérioriser ce regard, cette philosophie, ces comportements, cette compétence. Et donc d'avoir des moments où il est aussi coach, il va faciliter les choses, mieux écouter, mieux comprendre, mieux être en empathie, avoir développé son intelligence émotionnelle, etc. Sauf que le manager coach, c'est absolument contradictoire, c'est paradoxal et contradictoire. Donc attention, être manager et avoir intégré le coaching excellent, en sachant la limite. Vous voyez, il n'y a pas cette liberté qu'a l'entraîneur. Voilà. Et puis finalement, quand on réfléchit, tout le monde est coach. À partir du moment où je me mets dans une posture où je considère l'autre compétent, responsable, même s'il y a des progrès à faire, et que je ne veux pas me substituer à la personne, mais que je suis là pour l'aider, pour qu'elle trouve sa solution, pour qu'elle se mette en énergie, pour qu'elle se développe, etc., ben je suis coach. Une mère de famille est coach de ses enfants ou de son mari. Une secrétaire peut être la coach de son patron. Un médecin peut être coach, il a son expertise, etc., mais on sait bien que dans la relation entre le médecin et le patient, le fait que le médecin écoute, prenne du temps, encourage, soutienne, offre un espace de sécurité, etc., c'est déjà du coaching. Un enseignant, évidemment, etc. Donc en fait, tout le monde peut devenir coach. Et l'idée, c'est il faudrait que tout le monde intègre une partie de lui-même pour devenir, dans une partie de lui-même, devenir coach. Alors, c'est important dans la complexité que j'indiquais et dans la situation paradoxale, hein, ou ambiguë, continuelle. Le paradoxe fondamental du coaching, c'est aider l'autre à se débrouiller seul. Jusqu'où, quand ça commence, est-ce que c'est aider en me retirant, en me laissant l'espace, ou c'est aider en apportant une information, une aide, un encouragement? Donc c'est très complexe. Mais aussi, l'autre aspect de complexité, c'est ce que je disais, c'est ces deux pôles, la dimension de la production et la dimension du sujet en croissance. Donc, quand il s'agit de coaching, ça va sur le plan individuel, dans la polarité de la personne sur le plan individuel. Ça, c'est la slide, voilà, qui montre ces deux aspects. Il va y avoir du coaching de crise, hein, éventuellement, c'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a un grand problème, il faut prendre des décisions rapidement, il y a traiter un conflit grave, très vite, un blocage, etc. Ça, c'est une forme de coaching, hein, qui souvent s'inscrit dans un temps relativement limité, et puis avec l'urgence. Parfois, c'est tout à fait le contraire, c'est le coaching de soutien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu immédiat ou de décision à prendre. Par contre, la personne se prépare à prendre un poste, elle se prépare à vivre une situation un peu nouvelle, et elle sait que tous les 15 jours, tous les mois, c'est bien pour elle, elle a le temps de... Par exemple, j'ai coaché la prise de poste de président, c'était des choses qui se préparaient 1 an et demi à l'avance. Eh bien, on savait que la personne, dans 1 an et demi, il fallait qu'elle ait pris le temps de réfléchir à comment elle voyait son poste, de quoi elle avait besoin, comment elle devait se préparer, quelles sont les compétences qu'elle devait développer en matière de communication, en matière d'écoute, en matière de rencontre, en matière d'élargir son champ de vision. La personne était très opérationnelle, et il fallait qu'elle prenne la vision d'un président. C'est pas la même chose que d'être un COO, un chef, ou un directeur général. Un directeur général et un président, c'est pas du tout le même métier. Vous voyez, l'un est très centré sur l'interne, l'autre doit garder un œil sur l'interne, mais plus de 50% c'est au-dessus. C'est ces analystes financiers, etc. Donc souvent, ce travail de coaching permet cette préparation et d'avoir... Souvent la personne est seule. Un des grands problèmes, moi j'ai eu la préface de mon dernier livre qui a été faite par un consultant américain, c'est Lonely at the Top. Hein, la personne est seule là-haut. Donc avoir un espace de coaching, c'est un soutien extrêmement précieux pour un dirigeant qui est tout seul en fait. Donc, parfois, c'est du coaching très particulier sur la problématique de la carrière de la personne. Est-ce que je prends ce job ou pas? Est-ce que je change d'organisation ou pas? Est-ce que j'accepte? Comment je vais négocier ça? Comment je fais la rupture par rapport? Ou est-ce que je me mets à mon compte? Ou bien, vous voyez, là, c'est un coaching alors plus centré sur la carrière de la personne. Mais le plus fréquent, c'est ce que j'appelle le coaching de performance, c'est-à-dire le coaching est cadré, l'espace-temps du coaching, l'espace, hein, avec l'équipe ou pas avec l'équipe, et puis le temps, c'est-à-dire la
durée, est défini par le projet que la personne a accompagné. Je prends par exemple typiquement le management de projet, où moi ça m'est arrivé, j'ai dû faire ça pendant une bonne vingtaine de fois, sur des petits mais parfois des très grands projets, qui mobilisaient plusieurs milliers de personnes, et où le patron dit, ben voilà, on est en train de lancer, on est en train de préparer une fusion, on est en train de préparer le lancement d'une gamme de produits, on est en train de constituer une équipe internationale, etc. Et bon, eh bien c'est ce projet et sa dimension opérationnelle qui va donner le cadre et l'espace du coaching à proprement parler. Alors, ça c'est sur le versant de la personne. Mais de l'autre côté, la nature même du coaching va comporter, et c'est ce que j'appelle, j'ai beaucoup développé ça dans différents ouvrages, c'est la notion, les types de changements. Il y a un certain changement, une certaine transformation qui est à se faire. Alors parfois, on reste à un niveau relativement externe, c'est-à-dire qu'on peut toucher la personnalité de la personne qu'on accompagne ou de l'équipe, et on va l'aider à organiser mieux les choses, un meilleur organigramme, une meilleure procédure, une meilleure vie opérationnelle, etc. Puis parfois, on va aller un peu plus loin, ça va être la prise de poste, on va à un niveau plus personnalisé autour de la personne. Parfois, ça va être à l'intérieur de ça, travailler sur ses comportements, notamment très fréquemment, aider la personne à mieux écouter, la personne à mieux communiquer, aider la personne à se constituer un meilleur style de direction qui soit plus équilibré, etc. Et puis parfois, ça va encore plus loin, parce que le coaching de type 2, c'est pas améliorer l'existence, c'est vraiment changer de braquette, changer de niveau logique. Vous voyez, c'est un peu la différence entre le rêve et puis la personne qui se réveille. Il y a vraiment, je change vraiment mes valeurs, je change vraiment ma représentation de l'organisation, je suis dans l'idée de libérer l'organisation, pas simplement de mieux la faire fonctionner, mais de la libérer et de passer de la délégation à la subsidiarité. C'est un autre mindset, c'est une autre cadre de faire référence. Donc, vous voyez, le coaching va se situer dans toute cette complexité et la complexité entre le travail individuel et puis le travail organisationnel. Quand on fait du travail d'équipe ou de l'organisation, ça passe toujours par du coaching individuel d'un certain nombre de personnes. Le responsable du projet, le responsable hiérarchique, le patron, etc. Donc vous voyez, ça prend des modes très différents et du coup, ça suppose aussi dans la relation un point très très important, c'est qu'on ne peut pas coacher s'il n'y a pas de demande. Il y a des besoins, mais ces besoins souvent sont implicites, n'ont pas été clarifiés, et donc faire prendre conscience aux acteurs que ces besoins soient nommés, soient identifiés, soient perçus, qu'il y ait l'insight. Ah ben oui, je me rends compte que j'ai tel besoin de formation, de préparation, de soutien, de relation, etc. Bon, passer des besoins implicites à des besoins explicites. Et puis, il peut y avoir des besoins explicites, mais je n'ai pas de demande. Oui, c'est vrai, il y a un problème là, mais enfin bon, on arrive avec le temps, ça va s'arranger, puis c'est pas le moment, etc. Et oui, passer au niveau où le besoin identifié va se transformer en demande. Alors la demande est parfois implicite, c'est ouais, ce serait pas mal, mais bon, c'est une demande explicite. Et tout le travail, au démarrage, pour pouvoir travailler, ça, on fait de la formation, on fait de l'intervention, on fait du conseil. Là, c'est que la personne dise, ok, j'ai besoin pour moi, pour me mettre en œuvre, d'avoir une relation qui va me stimuler, qui va m'accompagner, qui va me protéger, qui va me donner des permissions, etc. Donc le passage du besoin à la demande, c'est souvent un enjeu très très important. Alors maintenant, d'où vient le coaching et pourquoi? Eh bien, c'est venu à partir de deux foyers, je dirais, très particuliers, qui est le monde artistique, ou dans le domaine du chant, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, eh bien, l'acteur ou l'actrice qui a besoin d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à mieux jouer un rôle, elle va être coachée, quoi. C'était extrêmement fréquent et ça a été exercé déjà depuis toujours. Sur le plan sportif, c'est un peu plus récent, mais ça a été rendu particulièrement évident, notamment dans la Coupe du Monde de football fin des années 90 en France, avec Aimé Jacquet. C'est la première fois qu'on a réalisé que le rôle du coach de l'équipe était absolument primordial, quoi. On avait déjà vu ça dans les années 70-80 avec Björn Borg, notamment entre autres, où son compétiteur, comment il s'appelle, McEnroe, oui, voilà, McEnroe, avec des coachs qui étaient devenus célèbres comme Yann Tiriac, par exemple, que dans le tennis, si on veut rester dans le top 50, il faut avoir un coach, quoi. On peut pas
ne peut pas s'en passer. Alors c'est vrai pour une équipe de football, c'est vrai pour un tennisman, je connais un peu moins les autres sports, mais voilà, c'est pareil. Donc c'était assez présent. Dans le monde de l'entreprise, c'est plus récent, je pense que ça date vraiment des années 80-90. Et moi j'étais très marqué par, à l'époque j'étais président de l'Association européenne d'analyse transactionnelle, donc avec 1000 professionnels européens, et j'ai beaucoup fréquenté les milieux anglo-saxons, les milieux d'Europe du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, etc., où c'était déjà très installé, plus même qu'aux États-Unis, c'est amusant. Et du coup, dans les années 80, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais, moi, en tant que thérapeute d'un côté, ou en tant qu'intervenant en développement des organisations, ben, il y a toujours un patron, un directeur qualité, un directeur d'information qui, au-delà de lui et de son équipe, a besoin de travailler sur l'organisation. Donc, comment réconcilier ces deux polarités, la personne et puis l'organisation dans laquelle elle se trouve. Le coaching est vraiment ce qui permet d'éviter ce cloisonnement. Souvent, je voyais les psys qui se méfiaient de l'entreprise et puis les gens de l'entreprise qui se méfiaient des psys. Ben, on peut, dans le coaching, justement, faire une forme d'intégration. Et du coup, au début, ça a été plutôt utilisé par des gens qui avaient une expérience internationale, souvent évidemment des dirigeants, mais maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça s'est répandu de peur exécutive, mais aussi de plus en plus middle management, voire même déjà maintenant, un peu comme on offre une voiture de fonction, on offre, etc., on propose du coaching à des hauts potentiels, par exemple. Et donc ça se généralise de plus en plus. Alors, je conclus à ce niveau-là pour dire que, enfin, c'est pas la conclusion finale de mon petit topo, mais c'est vous dire que pour moi les besoins de coaching sont illimités. Je pense qu'à une époque, il y a déjà une vingtaine d'années, j'avais écrit un article où on disait qu'il faut un coaching pour 50 habitants, et que, disons, le coach était à notre société en mutation, ce qu'autrefois était l'écrivain public à une société analphabète. C'est-à-dire, la mutation sociétale, la mutation des organisations, la mutation des personnes oblige de plus en plus à ce qu'il y ait des personnes qui aient fait un chemin sur leur capacité de gérer leurs relations, sur leur capacité à écouter, sur leur capacité à vivre une plus grande sécurité ontologique. Comme tout bouge tout le temps, il faut comment trouver un minimum de confiance, d'estime de soi, de sécurité, alors que ça bouge. Voilà. Eh bien, le fait qu'il y ait des gens qui aient fait un travail de ce type-là et qui puissent accompagner d'autres qui ont besoin de ce travail-là, ça devient illimité. Donc le métier, je pense, a beaucoup d'avenir. Alors, les applications, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais très simplement, sur le plan professionnel, ils sont multiples. Simplement, évidemment, compléter la formation par des accompagnements, compléter des bilans de compétences. La personne, on lui dit, ben voilà, vous avez telle compétence, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais? Pouvoir en parler pour que la personne s'élabore un projet professionnel ou de vie à partir de ce bilan de compétences, ou bien à partir, moi j'ai eu très souvent aussi des interventions après des bilans de 360 degrés. Le patron d'une équipe ou d'une business unit, on lui fait son 360 degrés, il a plein de feedback, on lui dit il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va, mais il y a ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul là, à voir quelqu'un qui va l'aider, à formuler, à trouver ses solutions, etc., à lui donner faire des suggestions, lui donner, partager son expérience, c'est très utile. Ça, c'est des situations professionnelles très classiques. Autre situation professionnelle et managériale, c'est évidemment la prise de poste. Parce que dans la prise de poste, la personne est seule, c'est beau. Il faut qu'elle soit prise dans un paradoxe, qui est le paradoxe de l'imposteur. Jusqu'à présent, j'étais nul, mais personne ne le savait. Maintenant que je fais ce truc, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas d'information, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le soutien que j'aimerais avoir, je suis tout seul. Il faut que je sois pilote dans l'avion et en même temps, il faut que je puisse dire je ne sais pas. Au moins avoir quelqu'un qui parlait de ça, je peux vous dire, pour l'avoir fait bien une bonne trentaine de fois, c'est extrêmement précieux pour la personne de ne pas être seule dans cette situation-là. Et puis, dans le travail d'équipe, évidemment, le patron, souvent, est pris du paradoxe en disant « exprimez-vous comme si je n'étais pas le patron. Oubliez que le bonus dépend de moi. Parlez-moi librement. » La personne, en face de son président ou de son chef, sait bien que ce qu'elle va dire va conditionner peut-être sa carrière, etc. Et son bonus. Et donc, aider les équipes à sortir des paradoxes de ce type-là, c'est extrêmement précieux. Et souvent, le co-pilotage qu'offre le coach offre une espèce de leadership transitionnel qui va libérer le patron. Et je dis souvent au patron,
Vous pouvez vous asseoir dans le fond du bus. Vous n'êtes pas obligé de conduire le bus, de regarder la carte et de parler aux gens. De les écouter. Là, vous pouvez vous mettre au fond du bus. Moi, je conduis je regarde la carte et je conduis le truc. Et comme ça, vous avez du temps pour écouter, etc. Donc, voilà, ça, dans le travail d'équipe, c'est très utile. Et puis, d'une façon plus générale, dans les grands groupes, instaurer un espace possible, une culture de coaching, où ce ne soit pas le rôle hiérarchique, ou les rôles des experts, mais où les gens aient un lieu de parole pour se positionner, etc. Ça devient tout à fait important. Alors maintenant, être coach, eh bien, ça suppose une formation. Ça suppose une formation. Et cette formation doit conduire à 3 ou 4 qualités fondamentales. Une certaine qualité d'être. La personne, évidemment, si on veut être coach, il faut aimer les gens. Il ne faut pas être un introverti, isolé, schizoïde, etc. C'est dangereux. Il vaut mieux être un peu extraverti, en tout cas s'intéresser aux personnes, à la relation, et avoir une certaine qualité, sinon charismatique, du moins de bien-être, être bien relativement dans sa peau. Est-ce que je suis sans doute pas le meilleur exemple de ça, mais enfin disons que j'ai un peu travaillé là-dessus. Avant j'étais extrêmement stressé, besoin de beaucoup de reconnaissance. On est encore besoin, je l'avoue. Mais vous voyez, être suffisamment en sécurité ontologique, voilà, pour finalement pouvoir accepter l'agression, vivre des transferts négatifs, etc. Donc une certaine qualité d'être. Hein, voilà. Et c'est le critère fondamental, par exemple dans la formation que nous avons, quand les gens apprennent des techniques, ils apprennent la théorie, ils apprennent à faire un coaching live, ils apprennent à parler de leur identité, de ce qu'ils vont faire, mais le critère fondamental, c'est quoi? Est-ce que je vais lui envoyer un client? Est-ce que cette personne-là, je considère que des coachs, et moi, si j'ai quelqu'un à coacher, je vais le mettre en contact. Vous voyez, ben ça, c'est pas seulement rationnel, il y a une certaine qualité d'être. La deuxième qualité, enfin c'est pas la deuxième, pas chronologique, mais c'est peut-être le second, c'est sa capacité à gérer la relation. C'est-à-dire que la personne sait gérer une relation, elle sait ne pas se faire prendre en otage par le client, elle sait ne pas être absorbée par le transfert négatif, ou les personnes l'agressent, ou bien la personne positive qui est souvent plus pernicieux encore. Ah, vous êtes formidable, vous allez me dire ce qu'il faut que je fasse, je vous en prie, guidez-moi, je suis seul, etc. Alors là, j'ai évidemment envie de sauver la personne. Non, apprendre à ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, hein, c'est très important. Donc, apprendre à gérer la relation, à la structurer, à être à la fois dans la protection et dans la permission. Je ne développe pas, mais c'est tout un champ de travail. Le troisième, encore aussi important, qui est de comprendre les enjeux de la personne. Les enjeux de sa situation, les enjeux de son business, les enjeux managériaux, de son poste. Ce n'est pas la même chose suivant le poste qu'elle a. Le coaching sera différent, il y a d'autres enjeux. Les enjeux personnels. Hein. Et puis, naviguer avec les frontières, ne pas rentrer dans sa vie privée plus que de raison. Personne ne peut en parler. Pouvoir gérer et accueillir les émotions de la personne. Comprendre, vous voyez, si la personne est sous stress, ou la personne a une maladie, la personne proche d'un burn-out, etc. Pouvoir l'entendre, pouvoir le gérer sans être médecin, sans être... Donc comment gérer tous ces enjeux personnels? Les enjeux d'un président ne sont pas les enjeux d'un directeur général. Et j'ai eu plusieurs fois accompagné le passage de DG à la présidence, c'est pas du tout pareil. Comprendre les différences entre les... Bon. Et puis, le dernier point, mais aussi important que les autres, c'est les techniques. Avoir appris à écouter, pouvoir rester en silence sans se sentir dévalorisé. Je viens de vivre récemment, là, je ne citerai pas de nom, mais avec des consultants de très haut niveau, et qui étaient en situation avec un numéro 1 dans un grand groupe, et ben, ils ne savaient pas se taire. C'est-à-dire qu'au moment où le dirigeant commençait à élaborer son besoin, sa demande, etc., pof, ils interviennent et ils empêchent le dirigeant de s'exprimer. Du coup, ils étouffent la chose au lieu de la libérer. Vous voyez. Donc, il faut apprendre ça. Et ça, c'est pas simplement technique, c'est aussi le résultat d'un travail sur soi, c'est-à-dire être à l'aise dans le silence. Vous voyez. Et considérer que le silence, par exemple, c'est une intervention. Parce qu'elle va laisser de l'espace à l'autre. Pas simplement du respect, c'est un espace où la personne a son rythme d'élaboration qui n'est pas le même. Et puis de ne pas avoir besoin de prouver à la personne que je sais mieux. Vous voyez, au contraire, hein, être dans cette attitude d'humilité, etc. Donc ça il y a des techniques. Alors on apprend ça, c'est tout le travail sur l'écoute active, c'est toutes les techniques de groupe, c'est les techniques de communication, etc. On travaille sur les valeurs, etc. Donc vous voyez, il y a une formation, et voilà. Et je termine avec cette idée que être coach, non je ne termine pas, parce qu'il y a encore deux choses, le choix d'un coach, mais il y a une déontologie.
Et il y a 3 pôles dans la déontologie. La déontologie du coach, c'est-à-dire quelles sont ses valeurs, quel est l'investissement que le coach a fait dans sa formation, dans le travail sur soi, dans son exigence, dans son respect éthique de la confidentialité, de ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir, de ne pas profiter de la dépendance de l'autre, etc. Au contraire, vous voyez, de créer de la liberté et de la responsabilité, contribuer à créer de la liberté et de la responsabilité. Donc ça suppose une déontologie personnelle forte, vous voyez, et ne pas être dans un ego, ne pas être langouste, il faut être plutôt vertébré, ne pas transformer son identité comme une langouste qui n'a pas de colonne vertébrale mais qui a une carapace. Donc ne pas être prisonnier de sa propre carapace, de son rôle, de son appartenance à un cabinet ou de sa dépendance d'un patron, etc. En tant que coach, vous avez des cabinets de coaching, il y a le coach qui dépend du patron qui lui dit attention, il faut absolument réussir cette opération parce que non, le coach doit être libre. Voilà, plein d'aspects, etc. Et puis, évidemment, déontologie en face de la personne coachée. La respecter fondamentalement, c'est-à-dire la considérer comme compétente, la considérer comme intelligente, la considérer qu'il y a quelque chose entre les oreilles, même si la personne est en position de faiblesse, ou de blessure, ou de fragilité pour différentes raisons, opérationnelles ou personnelles. Oui. Donc respecter cette personne, respecter sa confidentialité, protéger cet espace. Et puis, plus fondamentalement, surtout, ne pas se substituer à elle. Vous voyez, on peut l'aider, intervenir, ça ne veut pas dire être neutre, des fois il faut prendre position, il faut lui dire non, il faut lui dire oui, etc. Mais combiner la protection et la permission toujours. Donc ça, c'est vraiment une déontologie centrée sur la personne. Et puis il y a une déontologie par rapport à l'organisation, par rapport au budget, par rapport à la cohérence de l'organisation, ne pas monter la personne contre l'organisation, mais en même temps, veiller à avoir suffisamment de poids sur l'organisation pour que l'organisation n'instrumentalise pas la personne. Alors on appelle ça les contrats triangulaires, et puis il y a tout le travail d'acculturation de la hiérarchie, de la RH, de l'organisation elle-même, pour qu'il y ait cette cohérence sur la création d'un espace de liberté pour atteindre la responsabilité. Alors maintenant, je termine là-dessus. Comment choisir un coach? Alors évidemment, c'est complexe et ça ne se fait pas seulement rationnellement, mais il y a quand même un certain nombre de critères. Disons, sa notoriété. En fait, la plupart du temps, le coach, c'est soit par du référencement, un DRH ou une entreprise a repéré un certain nombre de coachs et va les mettre à la disposition des personnes qui demandent à être coachées, ou bien qui acceptent d'être coachées, qui envisagent de l'être, ou bien par le bouche à oreille, tout simplement. Ah oui, ça c'est absolument essentiel, la notoriété de la personne. Et sur quoi est-elle basée? Elle est basée sur sa compétence, sur sa formation, sur ses valeurs, sur sa déontologie. Vous voyez, voilà ce que l'on peut dire essentiellement, son parcours, son expérience, vous voyez, sa cohérence. Mais le point clé, c'est l'intuitu personnel, c'est-à-dire que c'est pas que le cerveau gauche, c'est pas purement rationnel, ça ne se trouve pas dans les pages jaunes, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui doit comporter un fit personnel, un intuitu personnel, comme on dit, où on se sent bien avec la personne, on se sent en confiance, on se sent respecté par la personne, on sent qu'elle est compétente, on sait qu'elle est compétente, mais pas forcément complaisante. On va prendre un coach, est-ce que je prends le coach qui va me donner tout un tas de permissions et me dire que je suis formidable, ou est-ce que je prends un coach qui va pouvoir me soutenir, mais en même temps qui saura me cadrer, ne pas se laisser manipuler par moi, voilà, et qui est là. Moi, souvent mes clients me disent, c'est Nart, ce que j'aime avec vous, c'est comme vous dites oui, je sais que vous pouvez me dire non, quoi, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me une vraie parole. Vous voyez. Donc voilà, le choix est un choix basé sur une relation et sur ce que l'on appelle la création d'une alliance. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur ce qu'est le coaching. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre attention.